Merci. Donc, moi, c'est Choi Ki-yoon, et je suis postdoctorant, mais en même temps, donc, il faudrait le souligner parce que je suis aussi bénévole au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants depuis 2015. Donc, ça fait déjà 7 ans. Donc, ça s'est basé sur mon observation auprès de centres. Donc, par la suite, je vais l'appeler comme CTI. Et donc, j'ai préparé un titre un peu long, s'organiser dans la marche et se représenter dans l'espace public, le comité de travail et travailleuses de soins de santé, euh, du centre de santé du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça c'est dans la marche et aussi pourquoi se représenter dans l'espace public. Donc, on va partager ces réponses. En fait, donc, déjà, je crois donc je suis très content du fait que je suis la troisième communication parce qu'avec les 2 présentations, donc il y avait déjà, beaucoup d'éléments, qui fait écho avec ma recherche et mon engagement et donc je pourrais facilement sauter certaines parties. Donc, surtout, je vais essayer de, donner quelques réflexions à la question posée par, Louise. D'abord, surtout, quels sont les défis rencontrés et les stratégies mises en place dans la création du comité par le CTI? Donc, ça, c'est ma question centrale. En ce qui concerne la méthode, donc surtout, ça s'est basé sur la participation observante, mais ça, c'est toujours un work in progress. Donc, je veux comment, documenter davantage les activités de ce comité au moins jusqu'à l'an prochain. Et pour les éléments théoriques, je vais sauter cette partie. D'abord, PAB migrant, hein, donc préposé bénéficiaire migrante. D'abord, basé sur les expériences du centre, donc avant la crise de la COVID-19. Je parle des personnes, des PAB qui ont été contactées par le CTI. Donc, d'abord, il y avait certaines anciennes aides familiales, donc c'était le cas aussi en France, donc elles travaillent à domicile, donc comme migrants, et après l'obtention de la résidence permanente, qui quittent leur emploi comme aide familiale et qui deviennent donc toujours continuent dans le secteur de soins, mais dans les établissements. Et en général, c'était plutôt des établissements donc, privés et aussi demandeurs, demandeuses d'asile avec un permis de travail ouvert. Donc, tout à l'heure, je vais parler de ce type de permis de travail, mais dans tous les cas, donc, la majorité des demandeurs, demandeuses d'asile qui travaillent dans des résidences pour les personnes aînées, soit publiques ou soit privées, sont embauchés dans bien des cas par l'entremise de l'agence de placement et la majorité était d'origine haïtienne. Mais avec la crise, il y avait certains changements. Donc, au début de la crise, en fait, surtout au Québec, les résidences pour les personnes aînées âgées étaient plutôt le foyer de l'éclosion de la COVID, de l'infection de la COVID. Et en ce moment-là, il y avait une croissance des demandeurs d'asile parce que les personnes, les citoyens, citoyennes canadiens, québécoises, donc, ils voulaient, dans bien des cas, voulaient arrêter de travailler dans ce secteur, au moins pendant la période de confinement, pour remplacer ces travailleurs et travailleuses. Aussi parce que pour les demandeurs d'asile, dans tous les cas, donc, c'était important d'avoir une source de revenus par leur travail. Donc, il y avait une croissance des demandeurs d'asile et aussi, il y avait beaucoup de sans-papiers qui ont travaillé dans ces établissements, mais pour eux, c'était plutôt comme entretien ménager ou désinfection, toujours à travers les agences de placement. Et surtout en 2000, donc il y avait des mobilisations importantes dites à des anges gardiens, surtout les demandeurs d'asile qui ont demandé la régularisation de leur statut migratoire, reconnaissant leurs contributions pendant la pandémie. Surtout, beaucoup étaient des PAB. Donc, finalement, un programme a été mis en place qui s'appelle le Programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID-19, mais on l'appelle souvent un programme d'ange gardien. Mais les critères étaient très, très serrés et vraiment, la majorité ont été exclus dans cette régularisation. Et évidemment, il y avait un impact. Parce que donc avec cette déception, au moment de la mobilisation, donc il y avait un encouragement, motivation,
même plus de demandeurs d'asile ont allé à travailler dans ce secteur-là, mais après la mise en place de ce programme, la majorité était très déçue et beaucoup de personnes ont quitté comme un BAB. Mais on a constaté une croissance des personnes dans le programme de travail étranger temporaire. Et aussi, après un certain moment, donc il y avait, après la cinquième vague, il y avait de plus en plus de retours des PAB qui ne sont pas immigrants. Et avec ça, donc, ce sont les PAB dans le programme de travail étranger temporaire ou les demandeurs d'asile, on était les premiers qui ont été mis à pied donc, pour permettre le retour de ces personnes non immigrantes. Donc, un PAB migrant. Donc, en fait, parce que, comme je l'ai dit, en 2021, on a rencontré de plus en plus de personnes, des travailleurs étrangers temporaires, comme un PAB, mais ce n'est pas par hasard. Donc, statistiquement, donc, bleu, ça c'est au Québec et Canada en rouge, mais le nombre de Canada comprend aussi le Québec. Donc, jusqu'à 2017, c'était 0. 2018, 5, 19, 15, mais 20, 170, 21, 375. Donc, ça, c'est une croissance importante, phénoménale de travail étranger temporaire admis comme un préposé bénéficiaire. Donc, peut-être, ça serait nécessaire de souligner cet aspect, donc permis fermé. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné permis ouvert. La différence, permis fermé, ça c'est un permis de travail associé à un seul employeur. Pour changer d'employeur ou même de poste, donc il faut faire une autre demande. Il faut obtenir un autre permis de travail. Donc, ça crée une grande dépendance vis-à-vis de leur employeur. Parce que non seulement la relation entre employeur et employé, mais aussi leur droit de séjour avec un statut temporaire, mais aussi finalement l'accès à la résidence permanente largement influencé par la volonté de l'employeur. Donc, cela crée une dépendance particulière. Et aussi, il y avait des influences des intermédiaires privés comme recruteurs, consultants d'immigration, des avocats d'immigration qui influencent leurs conditions de travail et aussi de vie. Donc, ce sont les particularités. Donc, majoritairement, ces personnes dans le programme de travail étranger temporaire travaillent dans des résidences privées pour les personnes âgées, donc surtout dans des régions à l'extérieur de Montréal. Donc, jusqu'au début de la pandémie, c'était plutôt à Montréal, donc les immigrants reçus, donc avec une résidence permanente ou les demandeurs d'asile avec un permis ouvert qui travaillent dans la grande région de Montréal. Mais après la crise pandémique, quand il y avait un recrutement des travailleurs étrangers temporaires, surtout dans des régions, et vraiment l'État a promu ce recrutement international. Et aussi même, il y avait un programme de subvention pour les employeurs. Et en général, donc presque tous sont milieu non syndiqués et nombre limité dans chaque établissement parce que donc surtout il y avait une limite de recrutement des employés dans le cadre de programme de travail étranger temporaire. Donc, jusqu'à 2020, c'était jusqu'à 10% de tous les employeurs, mais l'an dernier, il y avait une croissance jusqu'à 20% et au bout de quelques mois, jusqu'à 30%. Donc, vraiment, l'État promeut le recrutement des travailleurs étrangers temporaires dans ce secteur. Et donc, une caractéristique de travail dans les milieux dans les établissements de soins, il existe une comment, hiérarchie très forte. D'abord, comme infirmière, pharmacien et préposé bénéficiaire, même parmi les préposés bénéficiaires, le travail étranger temporaire était au bas de l'échelle avec les travailleurs d'agence. Mais aussi, il y a quelques cas particuliers, surtout les titulaires de permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables. Donc, je vais y revenir plus tard parce que ça, c'est aussi un élément significatif. Donc, je vais passer la condition de travail parce que Louise a déjà précisé différents éléments, mais je veux souligner seulement la condition relative au statut migratoire. Donc, l'obtention ou le renouvellement du permis, ça, c'est un enjeu crucial donc, pour retenir leur statut ou obtenir
un nouveau statut, soit temporaire ou permanent. Donc, ils sont, elles et ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition de travail qui résulte évidemment des résultats, des conséquences néfastes. Et aussi les frais de recrutement, donc qui est la responsabilité des employeurs, souvent qui a été chargé au travailleuses, qui est illégal. Et aussi, il y avait beaucoup de fraude pour les frais de recrutement, mais aussi, donc, il y avait un cas donc, qui est allé à l'établissement, heu, qui est inscrit dans son permis de travail, mais finalement, donc, ils ont dit donc: «On n'a jamais entendu d'une embauche d'un travail étranger temporaire» et finalement, le recruteur l'a affecté dans un autre établissement. Donc, c'était illégal. Et aussi, donc, une des caractéristiques intéressantes, c'est accès à la résidence permanente, parce qu'avec la réforme récente, les travailleurs étrangers temporaires dans des emplois dits peu qualifiés n'ont pas presque peu de possibilités d'accéder à la résidence permanente, mais en 2020, à fin de 2020, donc il y avait un nouveau programme mis en place, un programme pilote d'immigration permanente des proposés bénéficiaires. Donc, certains ont déjà sur le processus. Donc, ça, c'est d'un côté de bonne nouvelle pour les proposés bénéficiaires parce que cela leur permet d'accéder à la résidence permanente. Mais le problème, parce que ça, c'est un programme basé sur une seule profession, ils ne peuvent pas changer d'emploi. Sinon, ils vont perdre leur possibilité d'accéder à la résidence permanente. Donc, non admissible. Et permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, ça, c'est un programme spécial qui a été mis en place en 2019 pour protéger des travailleuses qui ont les victimes de la violence. Et s'il y a une violence, donc elle peut porter plainte et aussi faire une demande de permis de travail ouvert, parce qu'avec un permis de travail fermé, il ne peut pas quitter son employeur. Donc, avec l'obtention de ce permis, ils peuvent quitter son employeur actuel et travailler ailleurs, mais ça, c'est valide une année. Donc, ça, c'est un bon programme. Mais le problème, ça, c'est juste une année et non renouvelable. À la fin d'une année, il doit chercher un autre employeur qui peut faire une demande de permis de travail. Donc, au bout de, donc, pour cette raison, donc, ces travailleurs avec ce permis ont travaillé même dans certains secteurs publics, mais on a constaté un nouveau cycle d'exploitation parce que pendant une année, ils travaillent ici et l'employeur dit: «Ah, OK, on va faire un permis de travail au moment de l'expiration de ton permis actuel». OK, verbalement et à la fin, OK, bye bye, au bout d'une année et beaucoup de personnes ont de la difficulté de trouver un autre employeur et certaines ont tombé dans une situation de sans-papiers. Alors, plus rapidement, donc, grosso modo, l'approche de CTI, c'était d'abord offrir certains services, donc un accompagnement individuel pour régler le problème de droit de travail et aussi le statut migratoire, mais aussi accompagnement collectif. Donc, en fait, ça, c'est plutôt le but. Donc, accompagnement individuel, ça, c'est un outil pour arriver à la collectivisation de ces travailleuses. Donc, ce qui est intéressant, au début, on a été contacté par 3 travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'était 3 cas différents, isolés ici et là, mais on a reçu un cas collectif dans une résidence avec 6 PAV et on a tout de suite pensé à créer un comité avec ces 6 en invitant les autres. Donc, c'était la stratégie mise en place. Et surtout, c'était un moment crucial, donc ce cas a été largement médiatisé, mais surtout avec cette journaliste, on a collaboré pendant des mois pour publier un seul article. On a collaboré pendant 9 mois et finalement, l'article a été publié et même le ministre de la Santé a y réagi. Et en ce moment-là, donc même, il y avait une plainte déposée à la commission des normes de travail, mais parce que le processus c'est trop complexe, donc ils ont retiré la plainte et le dossier a été fermé. Mais avec cette divulgation de la situation, donc le ministère a contacté la commission et le directeur de commission a ordonné à ses enquêteurs ouvrir tout de suite ces dossiers. Et cette fois-ci, c'était ces agents qui ont rencontré un à un tous ces travailleurs
et ils n'avaient pas à déposer le document formulaire complexe et ils ont juste parlé et les agents ont rempli eux-mêmes et traité le dossier. Donc, ça, c'était un cas intéressant. Et avec ce cas, donc, on a montré cette couverture médiatique auprès des autres préposés. Voilà, donc en luttant ensemble, on peut gagner quelque chose. Et finalement, donc, ils étaient d'accord et motivés. Et on a organisé une conférence de presse qui a été bien médiatisée. Donc, c'était le contexte de la création du comité de santé. Donc, c'est toujours en cours. Donc, il y avait quelques rencontre et on a obtenu une confirmation de soutien de la part d'une centrale syndicale qui s'appelle CSN. Donc, oui, donc, mais le soutien n'a pas été concrétisé parce qu'on était trop occupés. Mais une information à corriger, donc c'était principalement composé par les PAB avec un statut temporaire dans le programme de travail étranger temporaire, mais ce n'est pas exclusif, hein. Donc déjà, certains PAB sont sur le processus et ils vont obtenir la résidence permanente et ils vont rester. Aussi, certains demandeurs d'asile ont été ajoutés et aussi certains sans-papiers ont été ajoutés. Donc, c'était plus flexible. Alors, pour conclusion, d'abord, il y avait un recours accru au programme de travail étranger temporaire, mais sans mettre en place des mesures de protection améliorées. Donc, c'était la réalité. Aussi, il existe beaucoup de lacunes dans le régime de travail migrant et dans le cas de résidence que j'ai mentionné. Donc, même avant cet événement, donc, il y avait une investigation par une agence fédérale, mais même après ça, donc, la situation a continué. Donc, par exemple, certaines étaient sans papier parce que l'employeur a menti. Pour obtenir un permis de travail, d'abord, il faut commencer le travail comme bénévolat. Donc, ils ont été payés, certaines pendant 10 mois, comme $100 par 2 semaines. Donc, ces pratiques ont été poursuivies même après l'investigation. Donc, qui montre la grande lacune du système de protection. Et surtout, donc, le modèle de Worker Center, donc je n'aurai pas de temps d'en parler, mais ça, c'est un modèle à particulier dans le contexte nord-américain. Mais le but, ça, c'est vraiment recollectiviser les relations de plus en plus individualisées. Et en dernier lieu, donc, la crise pandémique, ça, c'est un grand défi pour les organisations et aussi pour ces travailleurs et travailleuses, mais cela a donné certaines opportunités particulières. Et parce qu'il y avait un intérêt accru de la part du grand public et aussi cela a forcé aux travailleurs et travailleuses de se familiariser avec les outils numériques parce que ça, c'est un des caractères, ils sont éparpillés partout. Donc, pour les regrouper, les outils numériques est important. Donc, c'était un des éléments significatifs. Alors, je vais m'arrêter ici et merci beaucoup.